En 2014, l'affaire dite du Gamergate, du nom du hashtag consacré, éclate. Au départ centré sur la corruption de la presse vidéoludique, le hashtag finit par servir de prétexte à une grande vague de cyberharcèlement orientée principalement vers des femmes, développeuses ou encore critiques du média. Loin de se cantonner à cela, le Gamergate a été la matrice de la politisation de certains réseaux sociaux, comme 4chan, a été récupéré politiquement par l'alt-right américaine, mais a aussi généralisé le recours au cyberharcèlement pour des questions de politique. 10 ans plus tard, en 2024, on parle encore de Gamergate 2.0 à partir du harcèlement massif subi par les employés de la start-up d'écriture de scénarios de jeux vidéo québécoise Sweet Baby Inc. Et la récente réélection de Donald Trump a même permis un léger retour du hashtag sur les réseaux sociaux, dont Twitter. Ainsi, en 10 ans, les campagnes en ligne s'occupent cette fois moins de la collusion du journalisme que du rejet de ce qui est appelé le wokisme, qui viserait à utiliser des thématiques de diversité, équité et inclusion pour parasiter le jeu vidéo, ce dont nous parlions d'ailleurs dans un dernier épisode d'En Bref. Comment donc est-on passé d'un hashtag à un mouvement politique qui inonde la toile dans l'univers du jeu vidéo? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode d'En Bref, l'émission qui résume le jeu vidéo. Avant l'irruption du Gamergate, le journalisme jeu vidéo subit une véritable crise à la fin des années 2000. Mal vu et mal payé, comme c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui via le recours massif à des pigistes et une faible reconnaissance, le journalisme jeu vidéo va ainsi de pair avec un secteur du divertissement ultra dynamique, réalisant des milliards de bénéfices. La collusion entre les médias du jeu vidéo et les jeux vidéo a alors posé question, en plein essor des budgets marketing et publicitaires. Encore aujourd'hui, l'objectivité et l'indépendance des médias ou des youtubeurs gaming suscitent souvent des débats, particulièrement au milieu des vidéos sponsorisées vantant les mérites des titres. Officiellement, le Gamergate est ainsi lancé lorsqu'un ex-petit ami de Zoe Quinn, développeuse de Depression Quest en 2013, publie sur internet leur histoire et accuse son ex d'avoir couché avec un journaliste jeu vidéo pour avoir de la publicité. Le Gamergate se lance alors pour dénoncer cette collusion, mais dérape en campagne massive de cyberharcèlement. En effet, le journaliste en question n'est responsable que de news sur le titre. Cela n'empêche pas les appels au viol et au meurtre, le partage de mèmes ou de nudes, voire de parodies pornographiques, qui se déversent sur Zoe Quinn mais également sur ses soutiens, voire à d'autres personnalités féminines du jeu vidéo, comme la critique Anita Sarkeesian, responsable d'une émission sur les tropes sexistes des jeux vidéo. Cela n'a certes pas empêché ces personnes d'être déjà harcelées en ligne avant cette campagne, mais c'est l'ampleur du Gamergate qui change tout. Le Gamergate a ainsi servi de caisse de résonance pour une parole récupérée politiquement par des médias d'extrême droite, comme Breitbart News, qui s'en font le chantre. Le discours anti-collusion dérape alors sur une critique sociétale plus large que le monde du jeu vidéo, dénonçant ainsi le développement d'un féminisme radical qui irriguerait le jeu vidéo mais également la société pour matrixer la population. Au-delà donc du jeu vidéo, le Gamergate a ainsi participé à une radicalisation des propos en ligne, qu'on retrouve dans des mouvances qui n'ont plus rien à voir avec le sujet initial. L'ultra-droite américaine, les partisans de Donald Trump, ou encore les masculinistes, prenant une certaine vision de la société ou de la femme. Pour le jeu vidéo, c'est surtout la question de l'identité des gamers qui a changé. Dans la foulée du Gamergate, on entend parler d'élitisme, de vraies ou fausses difficultés, de se positionner en tant que vrai gamer face aux casual gamers, voire se positionner contre les journalistes de jeux vidéo qui ne représenteraient pas bien le média et même les studios, décrits parfois comme des relais idéologiques du féminisme radical et maintenant du wokisme. Dans cette foulée, le plus grave reste le cyberharcèlement des rôles féminins. L'actrice Laura Bailey, qui incarne Abby dans The Last of Us 2, a été harcelée en ligne à partir de 2020, avec moult menaces de mort. De même en 2024, pour l'actrice Erika Ishii, qui incarne le prochain personnage féminin de la suite de l'apprécié Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei. Dans les deux cas, les softs étaient accusés de propager une idéologie wokiste. Justement, les critiques sur le wokisme supposé d'un grand nombre de titres, que j'ai analysé dans un précédent épisode d'En Bref, sont issus en partie de ce mouvement. Pour rappel, il s'agit de dénoncer une vision biaisée de la société autour du genre et de la diversité sexuelle qui invisibiliserait les hommes hétérosexuels au profit de femmes et non-binaires, et où l'écriture serait concentrée uniquement sur cela. Si j'ai dénoncé les jeux vidéo qui se baseraient uniquement sur une écriture manichéenne
et donc bien pauvre. On constate pourtant que les accusations se focalisent sur des cibles moins claires. Par exemple, certaines de ces accusations se focalisent uniquement sur l'image de la femme. Le personnage musclé et non sexy d'Abby de The Last of Us 2 a été dénoncé, là où le personnage ultra sexy de Stellar Blade a été loué, sans parler des discours en ligne qui ont cours sur l'enlaidissement d'Aloy de la série Horizon. D'autres de ces accusations se focalisent sur un prisme idéologique qui serait vendu par un studio, sans en avoir forcément la preuve irréfutable. Ainsi, la société québécoise Sweet Baby Inc., composée d'une dizaine de personnes, et fondée en 2018 pour du consulting en écriture de scénarios de jeux vidéo, est harcelée en ligne au début de l'année 2024, en étant accusée de wokiser les jeux vidéo, soit de les perméabiliser à la diversité sexuelle et raciale, incluant une présence accrue de femmes. Un groupe de curation Steam, Sweet Baby Inc. Detected, créé dans la foulée, analyse et classe désormais les jeux vidéo comme étant woke et non woke. Pourtant, quand on regarde les jeux auxquels Sweet Baby Inc. A contribué, on voit des softs qui n'entrent pas vraiment dans la question d'une vision biaisée de la société, comme la baston viking d'Assassin's Creed Valhalla, la baston mythologique de God of War Ragnarok, ou encore l'horreur narrative d'Alan Wake 2. D'autant plus que l'impact et le poids idéologique d'une dizaine de personnes face à des studios de centaines de personnes détenues par des multinationales me semble largement exagéré. Les réseaux sociaux ont modifié en profondeur notre société, mais également le monde du jeu vidéo. À ce titre, le Gamergate, luttant contre la collusion du journalisme et de l'industrie, s'est reconfiguré dans un ensemble de mouvements récupérés politiquement, mais centrés sur lutte contre une idéologie féministe et wokiste qui gangrènerait le jeu vidéo, mais aussi la société en général. Pourtant, cette accusation se double de cyberharcèlement contre des interprètes féminins, ou encore des studios, ce qui ne participe pas à élaborer un dialogue constructif. De même, la focalisation de certains discours et vagues de harcèlement sur uniquement le look des personnages féminins illustre bien plutôt un sexisme qui se maquille sous d'autres atours en vendant une croisade idéologique, ce qui est bien dommage. Par ailleurs, on entre dans ce que je dénonçais déjà dans la polémique sur Hogwarts Legacy et l'épisode sur le wokisme, à savoir une extrémisation du débat de chaque côté, où l'on s'insulte copieusement de fascistes ou de wokistes. On semble ainsi oublier que le jeu vidéo est à la rencontre d'un gameplay et d'une narration avant d'être un étendard politique et idéologique visant à changer les joueurs, tout comme les autres médias, les romans, les films ou la musique. Si les jeux peuvent porter un message, via par exemple le chara-design, le scénario et l'écriture, ils ne sauraient se réduire à cela, car ils deviendraient alors de simples pamphlets sans intérêt vidéoludique. De l'autre côté, si les jeux ne portaient aucun message, ils seraient également bien plats au niveau narratif. Un subtil équilibre est donc nécessaire. C'est ce que nous devrions chercher dans le média de manière constructive, plutôt que de rester dans une posture de rejet.